Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Agnès Fèvre, je suis journaliste et j'ai le plaisir de modérer cette conférence. Une conférence initiée par l'Observatoire congolais des droits de l'homme basé à Brazzaville et Agir ensemble pour les droits humains basé à Lyon, en partenariat avec d'autres organisations congolaises comme le collectif Sassoufi, le mouvement Ras-le-Bol, Tournons la page Congo et la plateforme des droits de l'homme. Alors, c'est la cinquième et dernière conférence d'une série amorcée en janvier, 2 mois avant l'élection présidentielle du 21 mars au Congo, une série qui s'inscrit dans une campagne de sensibilisation et de plaidoyer autour des atteintes aux droits humains lors des élections en République du Congo. Vous pouvez réécouter ces webconférences sur le site droits humains, droits-humains au pluriel-congo.info. Vous allez voir l'adresse figurée sur la droite si vous cliquez sur l'onglet Converser. Sur ce lien également, des podcasts, des vidéos, des notes de position adressées aux autorités congolaises, françaises et européennes, et le documentaire Se taire ou mourir, d'Onel Arnett, un témoignage glaçant de la répression des voix contestataires au Congo. Richesse capturée, démocratie en péril, c'est donc la thématique de cette webconférence. On va en discuter durant 1 heure avec nos 3 intervenants. Et puis vers 19h30, vous pourrez leur adresser vos questions par écrit en cliquant sur Q et R tout en bas de votre application. Juste avant de démarrer, quelques mots sur le choix de cette thématique et quelques éléments de contexte aussi sur la République du Congo. C'est donc un pays d'Afrique centrale, faiblement peuplé, environ 5 millions d'habitants, avec une économie très dépendante du pétrole, dont le premier opérateur, on peut le rappeler, est le groupe français Total, présent depuis 1968. C'était ELF à l'époque. Les hydrocarbures représentent 90% des exportations et depuis une cinquantaine d'années, sont la première source de revenus de l'État, avec une contribution au budget d'environ 75% ces dernières années, sauf qu'une grande partie de cette richesse fait l'objet de prédation et de confiscation par la classe dirigeante, et plus précisément par le clan au pouvoir. Nombre d'affaires judiciaires nous interrogent sur le patrimoine réel et manifestement colossal des proches du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. La plus emblématique est peut-être celle des biens mal acquis, instruite en France en 2017 et 2018. 4 membres de la famille présidentielle ont été mis en examen pour blanchiment de détournement de fonds publics. Les enquêteurs ont saisi des biens immobiliers valant plusieurs millions d'euros à Neuilly-sur-Seine, une banlieue parisienne huppée. Mais d'autres affaires plus récentes mettent bien au jour les montages financiers à travers des myriades de sociétés écrans et souvent domiciliés dans des sociétés offshore, dans des paradis fiscaux, pour masquer les circuits empruntés par l'argent détourné des sociétés publiques congolaises et les bénéficiaires de cette rente pétrolière. Parmi eux, il y a tout un tas d'intermédiaires qui ne sont pas congolais, des avocats, des banques, des conseillers, des acteurs politiques ou des traders. Outre ces pratiques corruptives, ces malversations financières, la gestion de la manne pétrolière au Congo a aussi produit de la dette, et notamment à travers le mécanisme des préfinancements pétroliers. Ils apparaissent peu après la chute des cours du pétrole de 1986. Le principe, c'est de gager, d'hypothéquer des barils de pétrole de la production à venir en échange d'argent frais, donc de financement bancaire, une espèce de spirale de dette perpétuelle où on se retrouve à emprunter toujours plus, en tout cas dans le cas du Congo. Aujourd'hui, le pays est au bord de la faillite en raison de sa dette, qualifiée par le FMI d'insoutenable. Le Fonds monétaire international a d'ailleurs encore refusé il y a 3 semaines de débloquer une aide financière à Brazzaville. Et parmi les raisons invoquées, il y a l'opacité de la dette contractée auprès des traders pétroliers. Elle se chiffrerait à environ 2 milliards de dollars, rien que pour les négociants suisses Glencore et Trafigura. Alors, comment tout cela se répercute sur la population congolaise? À quoi se heurtent ceux qui exigent plus de redevabilité de la part de l'État? Qu'est-ce que ça nous dit aussi du système politique congolais, de sa nature, de son fonctionnement, sachant que la réélection fin mars de Denis Sassou Nguesso, qui pourrait dépasser la barre des 40 ans au pouvoir, a mis à mal les espoirs subsistants d'alternance politique et d'élections libres et transparentes. Sur tous ces aspects, 3 intervenants ce soir pour nous éclairer. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Parfaitement, Agnès. Alors voilà, Andrea Ndombé. Bonjour Agnès. Bonjour Brice Makosso. Trésor Nzila, est-ce que vous nous entendez? Alors, Trésor Nzila est directeur exécutif de l'OCDH, c'est l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Il est avec nous depuis Brazzaville en principe, mais la connexion était très précaire. Alors, on essaye de bricoler une connexion WhatsApp.
Bon, alors Brice Makosso, vous aurez une double responsabilité s'il ne répond pas, parce qu'avec Trésor, on doit tâter le pouls des Congolais, des conditions de vie des Congolais. Je vous retranscrirai ce qu'il nous avait dit déjà lors de notre pré-entretien téléphonique. Vous militez en faveur de la transparence budgétaire et vous êtes avec nous depuis Pointe-Noire. Merci beaucoup. Pointe-Noire, c'est la ville pétrolière et le poumon économique du Congo. Vous êtes, Brice Makosso, coordinateur de Tournons la page Congo, qui réclame l'alternance politique. Vous êtes secrétaire permanent de la commission Justice et Paix de Pointe-Noire. Il s'agit d'un service de l'Église catholique qui a été créé juste après la guerre civile de 1997. Est-ce que vous pouvez nous dire, juste en introduction, parce qu'on va en parler plus longuement ensuite, comment et pourquoi une organisation chrétienne décide de militer pour la publication des revenus issus du pétrole? Merci Agnès. L'Église généralement est beaucoup plus connue pour sa solidarité, j'aime le dire, pour distribuer la soupe et distribuer le riz. Et moi j'aime bien cette parole de Monseigneur Camara, l'ancien évêque du Brésil, qui disait que lorsque je donne à manger aux pauvres, on dit que je suis un saint, mais lorsque je pose la question pourquoi les gens sont pauvres, on me traite de communiste. Alors donc Justice et Paix est évidemment le service de l'Église catholique qui pose la question pourquoi les Congolais sont pauvres. Et évidemment, cette problématique, on en a pris conscience évidemment après la guerre de 1997, parce qu'ici à Pointe-Noire, on disait s'il y a eu la guerre au Congo, c'est à cause du pétrole, et si Pointe-Noire a été épargnée par la guerre, c'est grâce au pétrole. Donc, on est engagé évidemment pour essayer de résoudre ce paradoxe que le pétrole peut apporter la guerre, mais le pétrole peut aussi être source de paix dans une ville dans laquelle on exploite le pétrole. Et le pétrole, vous parliez de pauvreté à l'instant, mais le pétrole est aussi source de richesse. Absolument. Source de richesse, lorsqu'on regarde le pays à travers le computer, à partir de Paris ou des États-Unis, lorsqu'on regarde le PIB du pays, évidemment, la République du Congo est un pays riche, mais le véritable PIB, c'est celui qu'on voit dans la rue et dans les marmites des Congolais. Et c'est cela, ce paradoxe, évidemment. Oui, le PIB ne se mange pas. Ne se mange pas. Le Congo est un pays riche, évidemment, par le PIB, mais que nous avons du mal à concrétiser cette richesse à travers nos assiettes, à travers l'éclairage public, enfin l'éclairage de nos maisons, à travers l'accès aux soins, ainsi de suite. On va en parler. André Ngombe, bonjour. Bonjour Agnès. Vous représentez le collectif Sassoufi, créé en 2014 et qui a pris le relais de l'initiative Sassou Dégage, née 2 ans plus tôt et dont le nom est très explicite. Vous êtes directeur de la stratégie anti-kleptocratie de ce collectif, c'est-à-dire? C'est-à-dire que nous essayons de comprendre les mécanismes de la corruption au Congo, de les devancer, de les contrer dans les institutions où on peut les contrer, et évidemment faire tout ce travail d'explication, d'analyse et de prospective sur les mécanismes de la corruption. D'accord. Et dans votre rapport de 2021, enfin dans le rapport 2021 du collectif Sassoufi, vous citez la corruption comme une des 4 stratégies de malgouvernance politique. Les 3 autres sont les intimidations, la répression et la malgouvernance électorale. C'est vraiment une stratégie, la corruption, et si oui, à quelle fin? On en parlera plus longuement, mais à des fins de conservation du pouvoir. Donc la corruption n'est pas une anomalie du système au Congo, la corruption est le système lui-même. Elle lui permet de se maintenir? C'est sa raison d'être en fait. Alors, on devait en première partie évoquer avec Trésor Ndila les conditions de vie, parler très concrètement de ce qui se passe à Brazzaville, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, les droits sociaux des Congolais. Mais est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'il est là? Je voulais partir d'un événement qui s'était déroulé ce matin à Brazzaville, un sit-in de retraités qui, dans un communiqué, expliquait que le nombre de mois de pension impayés était passé de 2 en 2016 à 33 au 30 avril 2021, ce qui ferait une moyenne, selon mes calculs, de 6 mois de pension non payés par an. On sait que la fonction publique est un gros employeur au Congo, le premier, si je ne m'abuse, donc ces retraités représentent une part importante de la population. Comment fait-on pour vivre au Congo plusieurs mois d'affilée sans pension de retraite?
Est-ce que vous m'entendez, Trésandila, vous qui êtes directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme depuis Brazzaville? Alors, je vais faire un effort d'être dans la peau de ceux qui vivent cette situation terrible, mais j'imagine que c'est très compliqué. Vivre à Brazzaville sans pension, c'est extrêmement difficile, avec tous les problèmes sociaux que l'on gère au quotidien. J'imagine que ça doit être extrêmement difficile pour ceux et celles qui se retrouvent dans cette situation de salaire impayé. Ça doit être très compliqué. Il y a les retraités pour les salaires impayés, il y a les étudiants aussi qui cumulent des mois de retard de bourse, voire des années pour certains. Quelles sont les implications de ces retards de paiement de la part de l'État, de ces arriérés d'aide publique, en termes d'accès à la santé, par exemple, d'accès à l'éducation? Mais l'État ne fait rien. Le système éducatif est à terre, le système sanitaire est à terre. Pauvreté en termes de nos hôpitaux sont caractérisés par la pauvreté matérielle, par la pauvreté de la qualité des soins et aussi par la cherté des soins de santé. Donc, le Congolais a du mal à avoir accès à des soins de santé de qualité parce que le revenu social ne le permet pas. Voilà la situation sanitaire, et ça concerne aussi le système éducatif où la qualité de l'enseignement est très médiocre, et le système éducatif fait qu'à la fin, vous vous retrouvez avec des filières qui n'offrent pas de débouchés. Donc, c'est des générations des chômeurs que le système éducatif est en train de produire. Donc, tout est à repenser. À Brazzaville, on surnomme le CHU, donc le centre hospitalier universitaire, le CHTU, le centre hospitalier TU. Pourquoi? Oui, c'est le CIHU, tout simplement parce que les Congolais se sont rendus compte, et en particulier les Brazzavillois, se sont rendus compte que le CHU est devenu un mouroir. Tant que vous n'avez pas l'argent, le malade ne peut pas être touché. Et même quand vous avez de l'argent, il faut bien que les équipements soient disponibles et que les spécialistes soient là. Voilà, c'est très compliqué. Vous allez au CHU de Brazzaville, vous passez une heure, mais vous comptez les cadavres, les corps qui sont en dépôt à la morgue. Donc le CHU pour les Brazzavillois, ce n'est plus un endroit où on va pour retrouver la vie, ce n'est plus un endroit où on va pour espérer être en vie, mais il y a le pourcentage de ne plus ressortir est de plus en plus élevé, et cela amène le Congolais lambda de considérer le CHU comme étant un mouroir. Pour preuve, nos autorités ne se font pas soigner au CHU de Brazzaville. Quand ils tombent malades, ils vont en Afrique de l'Ouest, ils vont en Europe. Voilà. Donc, il y a un sérieux problème d'investissement pour améliorer la qualité des soins de santé au Congo. Le CHU est très sale, le CHU manque d'eau, le CHU manque d'électricité en permanence. Donc il y a de temps à autre des coupures d'électricité, et vous imaginez que les médecins opèrent à la torche. C'est extrêmement c'est incompréhensible, mais c'est une réalité que vivent les Congolais. Un grand hôpital comme le CHU
des problèmes d'électricité, à des problèmes d'eau. L'ascenseur du CHU est toutefois en panne et vous arrivez à 5 000 francs pour payer un particulier qui doit porter le malade sur son dos et aller au premier niveau, deuxième, troisième niveau, c'est extrêmement compliqué. Donc, voilà la réalité du CHU de Brazzaville qui fait que les Congolais le surnomment aujourd'hui le CHU, donc un mouroir. Merci pour la précision sur l'électricité, mais je parlais des télestages de façon générale dans la capitale, Brazzaville, la capitale du Congo, c'est-à-dire pas seulement au CHU, c'est aussi des choses auxquelles les travailleurs sont confrontés, y compris peut-être les plus précaires pour qui travailler sans électricité, ça peut compromettre la survie peut-être. Le Congolais s'est accoutumé avec ce phénomène de coupure d'électricité intempestive. Je rappelle encore que Brazzaville est resté dans le noir toute la journée de samedi et la moitié de la journée de dimanche. On est resté dans le noir. Le Congolais s'est habitué à ça. Il y a un contrat de dupe avec la société qui fournit l'électricité. La normalité est devenue normale et on vit avec. Et puis, comment vous imaginez les conséquences que cela a même sur la petite économie. Donc, la maman qui se débrouille à vendre dans une boucherie a du mal à faire écouler sa marchandise parce que y a pas d'électricité. La jeune dame qui essaie de se débrouiller dans une activité génératrice de revenus qui nécessite de l'électricité ne peut pas. Donc, on vit avec, et au niveau des hôpitaux, c'est pareil. Je parlais tout à l'heure du CHU qui connaît aussi ce problème de coupure d'électricité et il n'y a pas une alternative capable de faire fonctionner le CHU lorsqu'il y a coupure d'électricité. Et tous ceux qui sont tous les malades en pleine opération, etc., tous les malades sous oxygène, lorsqu'il y a coupure d'électricité, vous pouvez imaginer les dégâts que cela cause. Donc c'est une situation inadmissible, vu les potentialités que le pays a. C'est vraiment incompréhensible que les autorités n'arrivent pas à fournir l'électricité en permanence aux citoyens. Donc, on vit avec. Nous avons déjà intériorisé l'électricité. Tel jour, c'est le quartier voisin qui va être éclairé. Tel autre jour, voilà. On vit comme ça. Et pareil avec l'eau. L'eau ne coule pas dans les robinets, donc, qui font déjà des décennies, l'eau ne coule pas dans le robinet. Donc c'est très compliqué. J'habite un quartier proche de l'aéroport, mais il arrive, même l'eau ne coule pas au robinet. Donc c'est une situation extrêmement difficile et il n'y a pas que Brazzaville, ça concerne aussi d'autres localités, alors que nous sommes traversés des cours d'eau, des rivières. C'est pas l'eau qui devait manquer, mais il manque une politique cohérente pour fournir de l'eau aux citoyens congolais. C'est la cohérence qui fait défaut? Il n'y a pas de politique viable en matière d'adduction d'eau potable. Il n'y a pas une politique claire pour fournir de l'eau aux Congolais. De la même manière qu'il manque une politique réaliste et cohérente pour fournir de l'électricité aux Congolais. C'est extrêmement difficile parce qu'il y a une économie qui dépend de l'électricité et de l'eau. Mais Trésor Ndila, vous estimez qu'il faudrait rendre ces droits sociaux justiciables. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, les droits sociaux économiques ne sont pas justiciables. C'est-à-dire que si
on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, personne n'est responsable. Or, il faut qu'on arrive de la même manière que les droits politiques sont justiciables. Quelqu'un, un individu peut être interpellé et répondre de ses actes lorsqu'il s'agit des droits civils et politiques. Il faut qu'on arrive aussi à rendre justiciables les droits socio-économiques. Si le Congolais manque d'eau, qui est responsable? Si le Congolais manque d'électricité, qui est responsable? Il faut qu'on arrive à établir la chaîne des responsabilités et à rendre ces individus responsables devant les juridictions. De telle manière que ça va impulser la notion de redevabilité, la notion de rendre compte, et ça va impulser des résultats concrets. Et dorénavant, si les droits socio-économiques sont justiciables, le ministre de l'Énergie fera tout pour éviter d'être interpellé. Le directeur, tel directeur général qui s'occupe de l'électricité, qui s'occupe de la question d'eau, fera de telle sorte que les Congolais aient de l'eau et que le Congolais ait de l'électricité en permanence. Mais tant que personne ne sera responsable du fait du manque d'électricité dans la ville, tant que personne ne sera responsable du fait du manque d'eau dans les robinets, la situation va perdurer et personne ne sera responsable. Donc voilà pourquoi je pense que si on arrive à rendre justiciables les droits socio-économiques, ça sera un début de réponse. Merci Trésor Ndila. Brice Makoloso, vous nous entendez? Je ne vous entends pas. Voilà. Je vous entends, oui. Très bien, oui. Oui, Trésor Ndila parlait de rendre responsable. Donc, vous travaillez aussi sur la redevabilité. Vous avez articulé très tôt, dès la fin des années 90, le développement économique à la nécessité de transparence budgétaire. Vous avez milité pour la publication des revenus des sociétés extractives, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, en prenant conscience que le pétrole n'était pas voué à produire de la pauvreté. Vous avez connu des avancées, puisqu'en 2013, le Congo est devenu conforme à l'initiative sur la transparence dans l'industrie extractive. Aujourd'hui, vous arrivez à retracer 70% des revenus issus du pétrole, c'est pas rien. Et pourtant, si on rebondit sur cette question de responsabilité, de redevabilité, vous estimez que ce n'est pas encore effectif sur ce plan-là, ni en termes de redistribution. Pourquoi ? Alors, je crois que la question, elle devrait être liée essentiellement au régime politique que nous avons. Les dirigeants politiques, ils doivent rendre des comptes, pas seulement vis-à-vis de la population ou à l'Assemblée nationale, mais on devrait aussi être capable de poursuivre un dirigeant, que ce soit un dirigeant politique congolais ou le dirigeant d'une entreprise. À l'instant, nous parlions de l'électricité. La République du Congo a fait suffisamment d'investissements dans le domaine de l'électricité. Et à l'heure actuelle, nous voyons que de Pointe-Noire, il y a une centrale électrique à gaz qui a été construite par la compagnie italienne. Eni, le deuxième producteur de pétrole au Congo. Le deuxième producteur de pétrole au Congo. C'est une centrale à gaz qui a coûté 1,4 milliard de dollars. Et donc, c'est des investissements lourds que nous payons. Nous remboursons à Eni Congo chaque année 2 millions de dollars pour la construction de la centrale et 2 millions de dollars pour le fonctionnement de la centrale. Donc, à ce niveau, je pense qu'il y a bien des responsables. Lorsque les Congolais n'ont pas l'électricité chez eux, on devrait poser la question pourquoi cet investissement que nous payons 4 millions de barils, pardon, je parlais de 2 millions de barils, mais c'est 4 millions, 2 millions de barils pour rembourser la centrale, la construction de la centrale, et 2 millions de barils pour la faire fonctionner. Donc, c'est quand même 4 millions de barils que nous donnions à l'époque chaque année à Eni Congo. Et on devrait, dans un pays où la redevabilité existe, poser la question à Eni Congo et poser également la question au gouvernement du Congo pourquoi cette centrale n'arrive pas à fournir de l'électricité aux Congolais. Au-delà de cette centrale de Pointe-Noire, la centrale électrique à gaz, on a fait la centrale d'Imboulou, on a fait la centrale de Liwesso. Bref, il y a eu beaucoup d'investissements dans le domaine de l'électricité et que malheureusement,
nous ne sommes pas capables de poser des questions à notre gouvernement. Je pourrais également aborder la question de la santé, où nous avions vu qu'on a eu un grand programme qu'on a appelé Santé pour tous, avec la construction de 14 hôpitaux généraux. Un par département. Un par département, exactement. Et nous avons vu qu'il y a eu des milliards de CFA qui ont été investis dans ce domaine et qu'aujourd'hui, juste après la chute des prix du pétrole, ces hôpitaux, ces travaux ont été arrêtés. Mais lorsque vous regardez les budgets de l'État et même encore le budget de 2020, on a vu qu'il y a dans le budget de 2020, le budget de la santé, il y a des hôpitaux qui étaient en train d'être équipés alors que ces hôpitaux ne sont pas encore achevés. Donc, il y a bien des responsables qui devraient répondre, mais malheureusement, le fait que la démocratie n'y est pas, et lorsque la démocratie n'est pas là, évidemment, le droit n'a pas encore traversé la Méditerranée. Et donc, on a des problèmes pour pouvoir désigner des responsables et des coupables dans ce système politique qui est complètement fermé. Pas seulement fermé, mais il n'y a qu'une seule personne qui répond de tout, qui est évidemment le président de la République, puisque tout le monde parle à son nom et tout le monde justifie tout au nom du président de la République. Personne n'est responsable. Tous les ministres ne sont pour rien. Tous les ministres reçoivent des ordres d'après eux. Et donc, voilà, on ne peut que, malheureusement, dans un système fermé, ne poser la question qu'au président de la République. Et c'est la même chose aussi dans ce que vous avez essayé de mettre en œuvre dans vos initiatives justement pour obtenir la publication des revenus issus du pétrole et demander à donc déjà les sociétés extractives rendu des comptes, enfin en tout cas 2/3 d'entre elles apparemment, hein, quand on lit vos rapports, en acceptant de publier leurs résultats et publier leurs comptes, mais ce n'est pas encore suffisant pour que, à nouveau, l'État rende des comptes en matière de redistribution de cette richesse. Quel est l'état des lieux aujourd'hui par rapport à ces démarches-là? Alors, nous sommes partis, je dirais, de juin de 2002 avec la déclaration des évêques du Congo sur le pétrole et la mission de l'Église. Les revenus pétroliers n'étaient pas versés au trésor public congolais. Nous sommes en juin de 2002. Oui. Avec le plaidoyer que nous avons eu à faire, avec la mise en œuvre de l'ITIE, aujourd'hui, les revenus sont versés au trésor public et il y a quelques années, certifiés par un audit indépendant, c'est KPMG, qui réalisait ces certifications trimestrielles pour voir quel est le niveau de revenus pétroliers encaissés par le trésor public congolais. Là, il faut dire que c'est une bonne pratique. Une fois qu'on a commencé à avoir la connaissance de ces revenus qui sont encaissés au trésor public et certifiés par un audit indépendant, le problème qui s'est posé à nous, c'est de voir quelle en est l'utilisation via le budget de l'État. Là aussi, nous avions vu que maintenant, il y a une pratique budgétaire dans le pays, un budget qui est voté notamment les 5 dernières années au mois de décembre, parce qu'on a connu des périodes où jusqu'au mois d'avril, le budget n'était pas voté. Et du coup, lorsqu'il n'y a pas un budget, bon, on essaie de gérer un peu comme ça. Maintenant, aujourd'hui, il faut dire qu'on a quand même un budget voté au 31 décembre de chaque année, et avec une promulgation au mois de janvier, mais un début d'exécution du budget généralement au mois de mars ou au mois d'avril. Et donc, dans ce pays, l'exécution budgétaire se fait pour, si vous voulez, pour 6 mois, pour 8 mois sur les 12 de l'année. Et que finalement, lorsqu'on commence à exécuter le budget au mois d'avril ou au mois de mai, on a les premiers décaissements budgétaires au mois de juillet et finalement au mois de décembre, l'année est terminée. Il y a eu un budget qu'on a mis en place, mais les décaissements n'ont pas suivi. Et le 31 décembre, il y a quelques années, le 31 décembre, le trésor public était ouvert jusqu'à minuit avant que l'ordinateur ne change l'heure parce qu'il fallait vider les caisses. Alors, une fois maintenant que cet argent est dans le budget, il y a un vrai problème maintenant, en dehors des difficultés dont j'ai évoquées en ce qui concerne l'exécution du budget, mais un vrai problème aussi dans la planification des dépenses publiques, l'investissement dans les secteurs sociaux de base pour pouvoir réduire la corruption. C'est pas prioritaire? C'est pas une priorité? Non, mais les médicaments ne coûtent pas cher et tout comme les manuels scolaires ne coûtent pas cher, il n'y a pas moyen de faire de la surfacturation lorsque vous achetez des médicaments. C'est par contre, lorsque vous construisez une route,
vous avez la possibilité de facturer le goudron à 1 milliard de kilomètres. Et donc, je crois que ça fait mieux bouillir la marmite des dirigeants que d'investir dans l'achat des médicaments ou l'adduction d'eau. Ça, ce n'est pas des technologies qui coûtent cher. Bon, nous avons nos amis chinois qui arrivent à faire des tronçons, par exemple celui de Pointe-Noire d'Olizy, qui a coûté environ 600 milliards sur 155 kilomètres. Après, on pourra m'expliquer qu'il y a eu le Mayombe, on a traversé le Mayombe, il y a eu beaucoup d'investissements, mais on avait cette possibilité de dévier cette route pour ne pas la faire passer dans le Mayombe. Donc, il y a des choix qui sont réalisés dans ce pays. On fait des investissements lourds parce qu'évidemment, la surfacturation, elle est possible, elle est faisable. On a vu ça dans plusieurs projets que nous avons eu à voir dans ce pays. Ce n'est pas des choix guidés par l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est ça que vous êtes en train de dire. Je suis tenté… Une route, quand même, ça permet le commerce, c'est important aussi. Mais je ne sais pas si dans tous les pays, moi je vois nos amis de l'Afrique de l'Ouest, on ne fait pas quand même un goudron à 1 milliard de kilomètres quand même. 655 kilomètres de Pointe-Noire à Dolisie coûte 600 et quelques milliards de CFA. Moi je crois qu'il y a quand même un vrai problème. On pouvait faire le choix de faire passer cette route ailleurs que de la faire passer dans la forêt du Mayombe. Regardez, chaque fois qu'on fait une inauguration d'une route, ou d'un bâtiment, nous, on ne construit rien avec les millions ici depuis un moment, enfin notamment durant la période faste. Tout chez nous, l'unité de valeur, c'est le milliard, ce n'est pas le million. Nous, on ne connaît plus le million dans notre pays. Et malheureusement, c'est ça qui a fait plomber évidemment la dette du pays, c'est ça qui a créé des difficultés. Donc, nous avons un véritable problème sur le choix des dépenses publiques. Et si les dirigeants voulaient investir, évidemment, dans l'adduction d'eau, dans la fourniture d'électricité, dans le choix, dans l'achat des médicaments, ou l'achat des manuels scolaires, ou investir dans la construction de l'achat des tables bancs, ça, évidemment, les dirigeants, ils ont la possibilité. Mais je crois que ça n'intéresse pas trop de gens parce que, bon, je vous ai dit, ça ne fait pas bouillir la marmite en termes de surfacturation. On a bien compris. Vous venez de mentionner rapidement la question de la dette. Il y a 15 ans, Brice Makosso, vous sortiez de prison avec votre complice Christian Mounzeo parce que vous réclamiez déjà la transparence budgétaire, mais aussi un audit de la dette. Est-ce que vous le réclamez encore aujourd'hui? Mais tout à fait. En 2005, on nous a dit que nous étions des ennemis de la République, qu'il fallait traiter comme tel, puisque nous avions dit qu'on ne pouvait pas aller vers ce processus PPTE si, dans le même temps, nous ne savions pas à quoi a servi l'argent de l'endettement, puisque nous avons eu le choc pétrolier des années 80, et dès qu'il y a eu la dégringolade des prix sur le marché international, nous nous sommes retrouvés avec une lourde dette, de la même manière, enfin une dette autant élevée que les revenus que nous avions eus dans la période. Aujourd'hui, en 2014, nous avons la même situation. Le prix du pétrole est très élevé. Nous avons eu dans notre littérature budgétaire des excédents budgétaires chaque année environ de 4 milliards de francs CFA. Et qu'en 2014, nous avons vu la chute des prix et on a été surpris de voir que nous sommes endettés un peu comme en 1980. Donc, mais pourquoi vous voulez un audit de la dette? C'est pour voir quelles réalisations ont été faites avec cet argent, avec ces financements obtenus? Exact. Déjà, nous le réclamions en 2005 et malheureusement, nous continuons à le réclamer aujourd'hui. Tenez, pour que le Congo, avec le FMI, signe cet accord sur la FEC, la facilité élargie de crédit, on a bien demandé au gouvernement de la République du Congo, puisque apparemment tout le monde, personne ne comprend qu'est-ce que nous avions fait avec cet argent que nous sommes allés emprunter. On a demandé simplement à la République du Congo de dire, de communiquer au Parlement les infrastructures qui ont été réalisées avec notamment, par exemple, l'argent que nous sommes allés prendre auprès des traders et les réalisations que nous avons eues à faire avec la dette chinoise. Mais jusqu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en train de vous parler,
J'avais appris que ces informations avaient été communiquées au Parlement, mais lorsque j'interroge certains parlementaires, ces parlementaires n'ont aucune information sur l'utilisation de ces sommes d'argent. Donc, ça pose un vrai problème de démocratie. Récemment encore, dans le rapport du FMI sous l'article 4, le FMI invitait la République du Congo à divulguer les travaux réalisés avec ses endettements. La République du Congo n'a pas toujours mis à la disposition du public qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent. Dans le cadre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, la même demande est faite, mais le Congo n'a pas toujours divulgué qu'est-ce qu'on a fait avec ces sommes d'argent, notamment le préfinancement des traders. Donc le problème aujourd'hui, il se pose encore, et j'irai encore plus loin dans ce questionnement, parce que lorsque le Congo s'est endetté vis-à-vis de la Chine, nous avons pris l'engagement d'ouvrir un compte séquestre à Exim Bank de Chine, et dans ce compte, le Congo vend à peu près 37% de son profit oil en Chine, et l'argent est reversé dans ce compte. Dans les rapports ITIE des années 2015-2016, en termes numéraires, on voyait très bien que le Congo gardait environ, versait dans ce compte Exim Bank environ 1000 milliards de francs CFA chaque année. Et si de 2006 à 2014, nous avons pu mettre environ 1000 milliards de francs CFA, il y a des années où ça a été 9 milliards de francs CFA dans le compte Exim Bank, pour les infrastructures, pour le remboursement des infrastructures auprès de la Chine, et que nous nous retrouvions avec une dette aussi lourde vis-à-vis de la Chine. Alors, qu'est-ce qu'on a fait des 1000 milliards qu'on déposait chaque année à Exim Bank? Donc, il y a de vrais problèmes avec la dette congolaise, et c'est pour cela, comme en 2005, nous continuons à réclamer un audit de la dette. Malheureusement, si cet audit avait été réalisé en 2005, peut-être que nous aurions pris les précautions pour ne pas retomber dans un endettement moins de 10 ans après. Mais expliquez-nous justement concrètement, Brice Makosso, comment cette dette, en particulier, vous avez parlé de la dette des traders tout à l'heure, comment est-ce qu'elle étouffe aujourd'hui l'économie congolaise? De façon très concrète et un peu sommaire, parce que je voudrais aussi interroger André Ngombe sur ce point. De manière très sommaire, je vais prendre les chiffres certifiés du rapport, par exemple, de l'ITIE de 2018. On voit très bien que... Donc, l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive. Exact. Dans le rapport de l'initiative de la transparence dans les industries extractives, on voit bien que le Congo a eu 30 cargaisons pétrolières pour l'année 2018. Et avec ces 30 cargaisons pétrolières, elle en a donné 8 aux Chinois pour rembourser la dette. Et elle en a donné 7 aux traders, là aussi pour rembourser la dette. Et donc sur les 30, évidemment, il nous reste... La moitié. La moitié, évidemment, pour faire fonctionner le pays. Alors, avec 15 cargaisons mensuelles en 2018, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Si on paye les salaires, entre guillemets, parce qu'il y a aussi des fonctionnaires qui ont des retards, notamment ceux qui sont dans les départements, si on arrive à payer quelques pensions ou bon, déjà à faire vivre le train de vie de l'État, organiser toutes les fêtes que nous organisons, vous voyez très bien qu'il ne nous reste pas d'argent pour investir et relancer la croissance, parce que pour la croissance, il faut investir dans le pays. Et lorsque vous travaillez avec les Chinois qui font des travaux dans votre pays, mais qui viennent avec le fer, avec le ciment, la main-d'œuvre, les cigarettes qui ont déjà été importées de Chine, donc l'économie localement n'en profite pas. Donc la croissance au niveau local, elle n'est pas au rendez-vous avec ce système de Chinois qui importent tout, mais aussi avec la moitié des revenus qui sont utilisés pour payer notre dette. Voilà. C'est clair que l'économie est asphyxiée et malheureusement, elle va l'être encore pour plusieurs années encore. André Ngombe, vous représentez le collectif Ça suffit. Juste pour rebondir sur ce que disait Brice Makosso à l'instant, chercher à connaître, voire à tracer l'usage des préfinancements pétroliers, des traders, là on touche au sein des saints. Oui, on touche au sein des saints, mais de plus en plus les choses s'éclaircissent parce que le régime est victime de ses propres turpitudes. Donc ils ont contracté des dettes à gauche et à droite et n'ont pas remboursé
certaines personnes qui, du coup, déballent les secrets des dieux dans différents tribunaux, ce qui nous donne une petite lumière sur la réalité des chiffres et des pratiques du système congolais. Parce que c'est très opaque, hein, ces préfinancements pétroliers. On ne connaît rien de cette dette. Enfin, on l'évalue en tout cas pour les deux plus grosses, c'est-à-dire Glencore et Trafigura à environ 2 milliards d'euros, mais on ne sait pas, on ne connaît pas du tout les conditions des prêts. Par exemple, en mars 2020, quand il y a eu la chute complète des prix du baril, et notamment du WTI qui s'occupe des gaz et pétrole de schiste, il y a eu un trader qui a fait faillite à Singapour et dont les documents ont été saisis par la police. Et au cours de la divulgation des papiers de ce trader, on a trouvé des préfinancements généraux qui étaient passés par ce trader. Donc, la connaissance de la dette congolaise se fait de plus en plus par différents dossiers périphériques qui, en fait, jettent une lumière et on pourra parler de ces différents dossiers au cours de l'entretien. D'accord. On a parlé de l'absence de redevabilité de l'État, du manque de considération accordée à des investissements prioritaires comme le secteur de la santé et de l'éducation parce que ça ne faisait pas cuire la marmite, comme disait Brice Makosso. On a parlé un petit peu en creux de corruption. Avec vous, justement, on va peut-être approfondir cette notion. Qu'est-ce que ça signifie exactement dans le contexte congolais ? Bon, pour vraiment définir la corruption dans le contexte congolais, il faut séparer deux choses. Ce qu'on pourrait appeler la corruption du quotidien, la petite corruption, qui est plutôt une conséquence du système social congolais. Donc là, je parle du policier qui vous demande, comme ils disent, les haricots des enfants, ou encore le petit passe-droit qu'un professeur demande pour pouvoir survivre à ses élèves. Ça, je le mettrai de côté d'office, puisque c'est intéressant à analyser, mais ce n'est pas le cœur du sujet quand on parle de corruption au Congo. Quand on parle de corruption au Congo, on parle en réalité d'une capture de l'État par des intérêts privés, familiaux, claniques. Et ça s'est passé sur un processus assez long. Ça commence, comme Brice Makosso l'a très bien dit, dans les années 80, avec le choc pétrolier, la chute du baril à l'époque, et la première vraie faillite de l'État congolais. Mais cela s'est prolongé avec, comment dire, le vice même du programme de restructuration voulu à l'époque par le FMI et la Banque mondiale. On a demandé aux Congolais de privatiser des entreprises qui étaient dans le giron national. Malheureusement, le Congo était à l'époque une société post-marxiste qui n'avait aucune connaissance vraiment de la gestion d'entreprise en direct. Et longtemps au Congo, il y avait une seule entreprise qui avait le droit de faire du commerce, c'était une entreprise d'État, l'OFNACOM, et les Congolais qui voulaient acquérir du capital ou faire de l'entreprise privée utilisaient ce qu'on appelait des hommes de paille, souvent des Ouest-Africains ou des Libanais qui servaient de front office à des investisseurs congolais, déjà des membres de la nomenclatura, qui essayaient comme ça de créer des commerces, de créer de l'activité. Et ce processus s'est accéléré à la fin de la guerre, mais cette fois-ci sous la forme d'une prédation complète de l'État. Donc, c'est ce que nous avions appelé, nous, au niveau du collectif Saint-Sophie, une politique des apanages, où d'anciens fleurons de l'État passent dans les mains de privés, mais pas réellement des privés, c'est des privés familiaux liés à la famille du président ou directement membres de la famille du président. Et de cette manière, ils se sont mis à capter différents secteurs clés de l'économie et jusqu'à aujourd'hui, gangréner complètement le tissu économique. Et pour donner des exemples concrets, il est de notoriété publique au Congo qu'une société comme Jet Voyage, propriété de Ninel Sassou Nguesso, a quasiment le monopole sur les voyages des fonctionnaires. C'est-à-dire, si vous êtes fonctionnaire que devez voyager et que votre ministère doit prendre des billets d'avion, il le prend de préférence chez Jet Voyage, propriété de la fille du président. Si vous êtes dans le pétrole et que vous souhaitez travailler même de manière temporaire sur une plateforme, les sociétés qui recrutent en travail temporaire en parapétrolier, quand ce ne sont pas des sociétés de Eloy Sassou Nguesso, c'est les sociétés de Maurice Sassou Nguesso ou c'est les sociétés d'un autre Sassou Nguesso. Et donc, de cette manière, on capte l'entrée dans ces différents marchés où les Congolais peuvent faire de l'argent. Et donc, si vous êtes dissident ou opposant ou vraiment simplement libre d'esprit, vous êtes sûr, quasiment sûr, que vous ne trouverez
jamais d'emploi dans ces secteurs qui peuvent rémunérer. Et pour être encore plus concret, au Congo, toute voiture qui rentre, c'est normal, dans un état normal, subissent un contrôle technique. Et quand vous avez une voiture, vous devez aller au contrôle technique. La Société congolaise des contrôles techniques appartient à M. Jean de Dieu Kourissa, ce qui est rien de moins qu'un beau-fils à Sassou Nguesso, à travers la fille Lydie Sassou Nguesso. Et là, vous avez une captation de l'ensemble de la manne que peut produire le contrôle technique. Et évidemment, cet argent est faiblement ou pas du tout reversé au niveau du trésor public. Et je peux enchaîner les cas comme ça. Et le cas le plus vraiment patent, qui a éclaté dans la presse, c'est celui de Willy Sassou Nguesso, qui, à travers la Socotram, qui était voilà, neveu, qui était créé normalement pour générer une flotte, et à terme, le Congo aurait eu ses propres tankers pour acheminer son pétrole d'un point à un autre, a été complètement sous la prédation de M. Wilfried Sassou Nguesso, qui a été reconnu par une juridiction fédérale canadienne comme membre d'une organisation criminelle, tellement le pillage qu'il a fait de la société Socotam était tellement immense qu'on était obligé de le qualifier comme tel, membre d'une organisation criminelle. Donc, ce système d'apanage au pluriel que vous décrivez, qui permet la capture de la richesse congolaise par les élites, par ce clan, par ce réseau familial. Donc, c'est une main basse à la fois sur les services de l'État, les institutions, et aussi, c'est aussi une mainmise donc, sur le secteur privé, avec, comme disait Brice Makosso tout à l'heure, des secteurs en particulier dans le privé, des secteurs économiques en particulier qui rapportent plus lourd que d'autres. Tous les secteurs clés sont vraiment de plus en plus, ils ont fait main basse, et même récemment, les fameuses pseudo-privatisations de l'ancienne SNE, Société nationale d'électricité et Société nationale d'eau, c'est en fait un transfert vers un giron familial, et vous retrouverez dans les nouveaux conseils d'administration certaines personnalités et certains noms clés de la famille ou associés à la famille. Mais le plus important, pourquoi ont-ils fait ça? Il y a vraiment le côté enrichissement illicite qu'on voit quand même souvent en RLS. Mais il faut reconnaître chez ces gens une capacité et une volonté de se maintenir au pouvoir. Et donc, cette prédation de l'État visait d'abord, et Brice Makosso l'a souligné en 2005, notamment ce processus pour arriver au PPTE, il y a eu ce qu'on appelait les fonds vautours qui ont essayé à un moment de recouvrer leur dette vis-à-vis de l'État congolais. L'État congolais s'est lancé dans une politique de camouflage de ses avoirs. Donc, cette politique de camouflage de ses avoirs a créé cette forme de privatisation sauvage. Et dans la tête de ce système, il était plus simple de mettre l'argent dans les comptes privés de la famille que de le laisser dans le trésor public, qui était susceptible de faire l'objet de saisies pour justement la malgestion qu'avait mis en place la famille. Et donc, c'est du fait de cette turpitude et de ces créanciers, notamment la créance Odied, la créance Odzali ou la créance Bérébi, faisant en sorte que l'État congolais, de manière défensive, s'est constitué en État voyou, c'est-à-dire à cacher, à dissimuler volontairement ses avoirs dans des comptes personnels d'individus au détriment de l'État. Donc, c'est une stratégie de survie du système à un moment où le goulot d'étranglement de la dette allait normalement, de manière mécanique, entraîner la chute du régime. Donc, à chaque fois qu'on approche une stratégie où les turpitudes mettent la pression sur le système, il y a une course, en fait, une fuite en avant vers une privatisation, une familiarisation de la politique au Congo. Une familiarisation avec des liens tentaculaires à l'étranger, que ce soit, parce qu'on ne monte pas comme ça, parce que là, on a bien compris comment on s'accaparait cette richesse au niveau national, mais après, il y a tout un système aussi de détournement et de blanchiment d'argent. Donc ça suppose aussi des réseaux à l'étranger. Il y a une stratégie qui préside au choix de tous ces partenaires à l'étranger aussi. Il y a des banques à Genève, à Dubaï. Oui, tout à fait. Il y a tout un réseau international. Je peux donner l'un des cas les plus illustratifs de ces dernières années, c'est la faillite de la société Eker. La société Eker avait été créée sur les cendres de la défunte l'INA Congo. L'INA Congo qui était l'ancienne société d'aviation nationale du Congo. Donc, Eker est créé en 2011. L'INA Congo disparaît aux alentours des années 2002 sans épurer sa dette sociale. Donc,
vous avez déjà une dette sociale qui était là, patente, donc les anciens de l'INA Congo, qui n'ont jamais été réellement indemnisés pour la disparition de leur société. Mais en 2011, sur les cendres de cette société, on recapitalise, l'État met en place un fonds de 400 millions d'euros pour créer Eker. Entre 2011 et 2016, Eker est censé fonctionner, malheureusement sans logique économique, et ça, Brice Mimokoso aussi l'a souligné. Donc, la logique économique qui fait que, au lieu de multiplier les vols intérieurs d'abord, qui sont prioritaires pour permettre justement aux populations de se déplacer vu l'état des routes, on décide subitement que la ligne prioritaire, c'était faire Brazzaville-Beyrouth ou encore Brazzaville-Paris, alors que la concurrence sur ce créneau est extrêmement lourde avec Air France ou Ethiopian. Mais surtout, la réalité, c'est que Eker est une société virtuelle. Eker existe au niveau du Congo, mais en réalité, Eker est la fusion de deux sociétés suisses, la Coem et Private Air, qui sont des sociétés suisses. Et dans cette espèce d'organisation, vous avez deux messieurs, Johan Mahertz et monsieur Marco Villa, qui sont à la fois au conseil d'administration de la Coem de Private Air, mais aussi de Eker, aux côtés à l'époque de Jean-Jacques Bouya et de madame Belinda Moussa Fatima, qui est la présidente. Jean-Jacques Bouya, qui est le ministre des Grands Travaux. Et à la fois ministre des Grands Travaux et à l'époque, donc en 2013, PCA de Eker. Donc, vous avez déjà... Vous nous expliquez que derrière cette compagnie d'aviation, il y a en réalité deux sociétés suisses. Exactement. Et ces deux sociétés suisses facturent à l'État congolais, donc à Eker Brazzaville. Et dans ce jeu de facturation entre Brazzaville et la Suisse, on dit que la COEM prenait à peu près 700 000 euros par mois pour simplement faire fonctionner les contrôles techniques, mettre à la disposition d'Eker du personnel technique, etc. Au niveau des privataires, on dit que... Donc, des surfacturations a priori. Au-delà même de la surfacturation, rien que le procédé est déjà malhonnête, puisque la société avait été dotée pour fonctionner. Et à aucun moment, il y a de montée en gamme de la société au niveau du Congo, mais il y a en fait un siphonnage de cet argent vers la Suisse. Et ensuite, vous avez Privataire qui, en 2014, est réputé prendre à peu près 60 millions d'euros chaque année à l'État congolais via le contrat qu'il a lié à Eker. Et dans la même période de temps, donc entre 2011 et 2016, vous avez M. Jean-Jacques Bouya qui a été épinglé au niveau de Montréal pour avoir acquis un appartement à hauteur de 1 million de dollars canadiens. Donc là, vous avez vraiment la structure d'un siphonnage complet et malheureusement, en décembre 2016, la compagnie était en cessation, la compagnie Eker était en cessation de paiement. Privataire avait des impayés venant du Congo, puisqu'il avait émis des factures, n'avaient jamais été payées, mais pour ce qui est de la COEM, elle était rentrée dans son dû, et jusqu'à aujourd'hui, ni Eker, ni COEM, ni Privataire n'ont répondu face à la grogne sociale, puisque, comme l'INA Congo, Eker s'est arrêté et laissant le personnel congolais sur le banc de touche et toujours en train de réclamer son dû. Et à qui a profité cette compagnie d'aviation alors en 5 ans? Nous pensons, en tout cas dans ce que dans les textes, qu'on a pu regarder, la COEM et M. Marco Villa étaient des prête-noms de M. Jean-Jacques Bouya. Donc la personne qui a directement du ministre des Grands Travaux congolais, qui a organisé lui-même, sachant que lui-même vient du milieu de l'aviation, il faut le noter, nous n'avons pas vérifié s'il avait un lien de fraternité scolaire avec M. Marco Villa, mais en tout cas, il y avait un lien suffisamment proche pour qu'il le nomme à la tête d'une société qui était une société écran en charge du siphonnage de la société locale Eker. Et je ne vous parlerai pas de la partie communication, tout le battage médiatique qui avait été fait autour d'Eker a profité à d'autres parties de la famille, puisque le monopole des entreprises de la communication au Congo appartient à la fille de Sassou Nguesso, Claudia Sassou Nguesso, qui est souvent en charge des contrats de communication dans le pays. Donc là, vous avez une architecture, c'est ce que j'ai appelé l'architecture d'apanage, où chacun, à chaque niveau, va essayer de manger dans un secteur clé où, en fait, la licence du président le laisse faire, puisque c'est le moyen pour lui de contrôler les anciens seigneurs de guerre de la guerre de 97, en donnant à chacun une part du gâteau à gérer en direct et en propre. Ouais.
Et là, c'est un cas de criminalité transnationale, en plus, avec des ramifications à l'étranger. Brice Makosso, vraiment très, très vite, parce qu'on n'a plus que 2 minutes avant de passer une petite vidéo et de laisser la place au public pour les questions. Il y a beaucoup d'affaires qui ont éclaté, comme celle que vient de résumer à l'instant Andréane Gombey. Il y a eu les Panama Papers, il y a l'affaire des biens mal acquis en France. Récemment, on a parlé aussi d'un penthouse acheté à Miami. Enfin, il a été acheté en 2012, mais l'affaire a été révélée en juin dernier par le fils du président Denis Christel, Sassou Nguesso, un penthouse de 325 mètres carrés pour 2,8 millions de dollars, acheté en 2012 avec de l'argent volé, soi-disant, à la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo. Est-ce que ce genre d'affaires, Brice Makosso, ça fait réagir les Congolais, ou est-ce qu'ils ont d'autres choses, d'autres préoccupations quotidiennes? Il est vrai que les Congolais, ils ont des préoccupations pour l'accès à l'eau, l'énergie, tout simplement même l'accès aux aliments. La réaction des Congolais, c'est toujours un peu dans les jérémiades, dans l'étonnement. Très souvent aussi l'appel à l'aide de Dieu pour que Dieu essaie de régler ce genre de problème. Mais tout est fait, évidemment, tout est fait en sorte que aucun magistrat n'ouvre une enquête, aucune enquête parlementaire, aucune enquête judiciaire. Tout est fait, le système est verrouillé. Et d'ailleurs, les Congolais ne l'apprennent que par des médias étrangers. Ce n'est pas une actualité couverte par les médias au niveau national. Tout est également fait pour que le débat public n'existe pas. Ce qui devrait animer le débat public, que ce soit les parlementaires, que ce soit l'opposition politique et même la société civile aujourd'hui, est bâillonné. Donc ce débat n'existe pas sur tous ces scandales de la République. Mais ne vous en faites pas, les Congolais ils sont au courant, mais continuez à implorer que le droit traverse la Méditerranée. Peut-être qu'en ce moment-là, on pourrait poser des questions, mais pour l'instant, je crois que c'est un véritable gâchis pour l'économie nationale, pour le développement de la République du Congo. Ça peut être un sujet tabou d'aborder ce genre d'affaires. Très vite encore, très rapidement, avant qu'on regarde la petite vidéo. En tout cas, ça conduit en prison. Je peux vous dire en toute honnêteté que tout ce que mon ami Andréane Gombey est en train de dire, bon, on est au courant, on travaille sur ces sujets, mais que malheureusement, il faut s'auto-censurer si vous voulez rester en vie, si vous ne voulez pas aller passer un séjour 5 étoiles à Mpita ou bien vers le palais de la justice de Brazzaville. Écoutez, les gens s'autocensurent au Congo, notamment lorsqu'il s'agit des affaires qui impliquent directement les hommes du pouvoir, la famille présidentielle. On va à présent passer aux questions des participants, des internautes. Trésor Ndila, merci de nous faire signe d'une façon ou d'une autre, peut-être dans le petit fil de conversation, si vous voulez répondre à une des questions. Alors, première question, de quel levier disposez-vous pour faire pression sur le gouvernement? Quelles stratégies peuvent être mises en place afin de faire plier ce système fermé? Brice Makosso, peut-être que vous pouvez nous répondre, et Trésor Ndila aussi. Oui, la première stratégie, c'est, je crois, la mobilisation citoyenne. Il faudrait aider les Congolais à sortir de la résignation, convaincre les Congolais qu'un changement est possible. Mais Brice Makosso, on vient d'entendre, on vient de voir une petite vidéo sur 2 militants des droits de l'homme qui ont été arrêtés. Vous-même, vous avez fait 5 mois de prison. Vous savez combien c'est coûteux de parler, de se révolter aussi. Pourtant, est-ce que nous avions le droit de baisser les bras et ne rien faire ou se réfugier dans les dévotions? Je ne suis pas très convaincu. Je crois que nous devrons poursuivre ce travail de sensibilisation, de construction de la citoyenneté afin que les Congolais s'intéressent à la gestion de la chose publique. Je crois qu'il n'y a pas d'autre choix que cela. Ensuite, il y a évidemment tout le travail de plaidoyer que nous faisons aussi bien au niveau national qu'au niveau international via la construction des réseaux. Ce travail marche très bien. Il y a eu beaucoup d'avancées.
Écoutez, ça n'a pas été facile lorsque nous demandions à l'époque publier ce que vous payez, la divulgation des revenus. On vient de très loin, que ce soit du côté des entreprises ou du côté du gouvernement du Congo, on vient de très loin. Moi, je me souviens d'une entreprise qui nous disait que c'est comme le secret de la confession, qu'ils n'allaient jamais publier, mais aujourd'hui, ils font des publications. Il ne faut pas se décourager. J'ai entendu le gouvernement de la République du Congo dire que le pétrole n'était pas une priorité pastorale pour l'Église du Congo. On nous l'a dit en 2003, mais aujourd'hui, tout le monde s'est plié au jeu de la transparence. Donc, il n'y a pas de raison de se décourager. Ça prend du temps, c'est des changements qui prennent du temps. Il faut détruire un peu cet environnement, l'architecture de corruption. Ce n'est pas facile à détruire, mais il faut se mobiliser, continuer à former, se mobiliser. Il n'y a pas d'autre choix que ça. Et poursuivre le plaidoyer, évidemment. Andréane Gombe, peut-être vous voulez compléter? Oui, ce que je peux compléter, nous travaillons beaucoup maintenant avec PLAF, qui est la plateforme africaine des lanceurs d'alerte, aussi bien Global Witness que d'autres organisations. Donc, nous appelons plutôt aussi pour élargir les Congolais qui sont dans le système, qui sont au courant de malversations, qui voient cela passer, ne vivent pas en dehors du Congo. Donc, ce que nous leur demandons, ce n'est pas de s'exposer eux-mêmes, mais d'être des lanceurs d'alerte. Nous avons des comptes sécurisés sur lesquels ils peuvent déposer, comme dans une boîte aux lettres, les documents à exploiter, et nous avons besoin de l'information. Nous ne pouvons travailler que grâce aux informations qu'ils ont. Donc, actuellement, nous travaillons sur un grand dossier sur le système financier congolais. Toutes les banques appartiennent de près ou de loin à des gens de la famille, mais il y a des employés dedans qui travaillent, qui voient les malversations. Et c'est à eux que nous faisons appel, parce que sans eux, sans leur mobilisation, sans leur information, nous ne pouvons rien. Et grâce à leur information, dans les juridictions spécialisées, dans des pays où le droit est appliqué, nous aurons plus d'énergie et plus de matière pour pouvoir faire prévaloir le droit des Congolais et évidemment faire éclater la vérité concernant les malversations. Donc, nous appelons aux Congolais qui sont dans ces systèmes financiers, dans ces schémas-là, qu'il a la possibilité de déposer des documents, de jouer le rôle de lanceur d'alerte. Et évidemment, le rôle de lanceur d'alerte, c'est celui de sentinelle du peuple, et ils seront récompensés pour cela, aussi bien maintenant que plus tard. Deuxième question, quelles sont les responsabilités des compagnies pétrolières dans cette malgouvernance? Brice Makosso. Alors, le rôle des compagnies, il est vrai que par le passé, les compagnies ont joué un grand rôle dans tout le système de préfinancement pétrolier, notamment les préfinancements des années d'après la guerre de 1997. Mais il faut avouer que le rôle des compagnies aujourd'hui, notamment les compagnies pétrolières, grâce à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, beaucoup de choses sont retracées, que ce soit la divulgation des contrats, que ce soit le paiement des revenus. Tout cela est retracé maintenant. Alors, il faudrait plutôt regarder le problème du côté, évidemment, de l'architecture juridique congolais. Pourquoi, par exemple, dans un contrat de partage de production, nous allons avoir une redevance minière proportionnelle qui est à 14% ou 15%. Généralement, cette RMP, elle est toujours à moins de 20%. Et pourquoi nous allons avoir un cost stop à 50%? Donc, c'est à ce niveau, évidemment, que les compagnies continuent, évidemment, à bénéficier ou à nous tirer des revenus. Mais aussi sur la question, par exemple, de la réalisation des coûts pétroliers qui sont soit réalisés, des plateformes qui soient soit construites en Corée du Sud et qu'on ramène au Congo. Donc, le Congo ne maîtrise pas la réalisation des coûts pétroliers et c'est à ce niveau que les compagnies ont une grande responsabilité, mais aussi toute l'architecture juridique avec des principes comme la liberté de transfert, c'est-à-dire que le pétrole congolais, généralement, il est vendu offshore. Si Total prend une cargaison, va vendre, je ne sais pas, à Paris ou à Londres, les revenus de cette cargaison ne sont jamais reversés, enfin,
Cet argent ne revient jamais dans le pays. Donc, une fois que le tanker est sorti du Congo, évidemment, tous les revenus sont sortis. Et donc, ça ne favorise pas qu'il y ait des capitaux dans le pays. Si ces compagnies avaient quelques comptes dans le pays, ça aurait pu régler, par exemple, rien que la question des revenus de change que nous avons par rapport au franc CFA avec les devises étrangères. Donc, c'est beaucoup plus à regarder aujourd'hui au niveau de l'arsenal juridique. Bon, les conventions d'établissement avec la clause de stabilité fiscale ou les exonérations, les conventions d'établissement ont été supprimées en décembre de 2019, quoique il y a encore des problèmes pour la mise en œuvre de cette législation. Mais je crois que de moins en moins, les compagnies sont responsables de la prédation. C'est plutôt revoir cette question au niveau de la législation, au niveau des contrats de partage de production. Elles sont pas suffisamment contraintes néanmoins. Trésor Ndila, vous vouliez réagir, je crois, et ensuite je vous donne la parole à Andréane Gombet. Vous nous entendez, Trésor Ndila? Ok, merci beaucoup. Je vais juste dire un mot pour compléter les amis. C'est vrai que le système est complètement verrouillé, mais est-il que le droit reste le seul levier qui peut faire en telle sorte que les choses avancent dans le bon sens. Il faut la justice congolaise est complètement absente sur les questions de transparence, gestion de la manne pétrolière, corruption, etc. Peut-être parce que il manque aussi des magistrats spécialisés sur ces questions. Mais si on peut renforcer nos tribunaux en termes de capacité pour travailler sur ces questions, ça peut faire bouger les choses. Et il y a aussi, nous avons aussi des leviers comme la Cour des comptes et les disciplines budgétaires, une haute autorité de lutte contre la corruption. Ce sont là des institutions qui aujourd'hui sont encore des coquilles vides, mais si ces institutions peuvent être renforcées en capacité et en indépendance, ce sont des leviers importants pour faire plier ce système. Mais est-il que c'est lui qui nomme par des procédés non orthodoxes fait de telle sorte que ces institutions ne jouent pas pleinement leur rôle. Mais il revient aux citoyens congolais de s'intéresser à toutes ces questions et d'exercer des pressions sur les gouvernants de telle manière que la redevabilité devient de plus en plus la règle parce qu'elle n'existe pas. Donc il y a des dirigeants qui font du n'importe quoi et il y a une population fataliste qui très désabusée, terrorisée, qui n'arrive pas à assumer son rôle. Et il faut donc compter sur cette population, l'éveil des consciences, renforcer ses capacités, mais aussi les capacités de ces institutions pour les rendre responsables pour essayer de mettre un peu en difficulté ce système de plus en plus verrouillé. Voilà ce que je... Merci, Trésor Ndila. Alors, vous répondiez à la première question, hein, de quel levier dispose-t-on pour faire pression sur le gouvernement, faire plier ce système fermé? Et donc, vous répondez plus d'État et notamment plus de justice, renforcer l'appareil judiciaire. Et donc, pour revenir à la deuxième question sur la responsabilité des compagnies pétrolières dans cette malgouvernance, Andréane Gombet, est-ce que vous souhaitiez compléter la réponse de Brice Makosso? Non, ce que je pourrais compléter dans la réponse de Brice Makosso, c'est que, en fait, c'est devenu un système homéomorphe. Vous avez la répression par le système politique qui favorise l'exploitation d'un pétrole gratuit. C'est ce que Brice Makosso essaie d'expliquer avec les chiffres et brillamment, c'est que le pétrole congolais est un pétrole gratuit et le Congo paye même les entreprises pour l'exploiter. C'est-à-dire que l'État congolais paye les entreprises qui exploitent le pétrole congolais
et les remercie d'avoir exploité son pétrole. Et à la fin, au niveau du trésor public, quasiment rien n'arrive. Donc, il y a là aussi un enjeu pour les démocraties européennes, majoritairement pour le cas Congo, donc Eni, Italie et Total en France. Il y a un enjeu pour les sociétés civiles européennes et congolaises ici de judiciariser ce pillage-là au niveau de ces justices qui sont en capacité d'agir. Mais pour que cela se fasse, il faut que les Congolais qui travaillent dans ces entreprises-là, notamment, y compris tous ceux qui travaillent dans ces entreprises-là, se rendent compte qu'ils sont co-complices du meurtre des Congolais. Et ainsi, par leur apport d'information, vont nourrir la machine judiciaire dans les pays où la justice est suffisamment libre pour pouvoir contraindre. Ça s'est déjà fait, notamment sur le cas ougandais où Total est poursuivi en justice. Ça se fait dans le cas birman où Total va être poursuivi en justice. On peut imaginer, avec un travail d'ensemble cohérent, que les Congolais soient capables de traduire Total et son ancêtre Elf en justice pour justement son soutien actif, affirmé, volontaire à la répression, aussi bien en Italie que ici en France. Et enfin… si je ne m'abuse, dans le cas ougandais, Total est poursuivi à la fois par une plainte des communautés locales et par une organisation française, c'est ça? Exactement. Mais on pourrait prendre le même cas à Ngeno. Total pollue depuis 60 ans, libérant, terminal pétrolier de voilà, libérant du sulfure d'hydrogène dans l'air, causant des maladies respiratoires graves aux populations depuis des années. Cela est vastement documenté, mais il est grand temps aujourd'hui qu'on s'en saisisse de manière judiciaire. Et enfin, au-delà du cas Total Eni, il y a aussi cette réalité sociale congolaise qui veut qu'il faut à un moment donné, à travers la crise Covid, on l'a bien vu, on ne va pas s'en sortir les uns contre les autres. À un moment donné, y compris ceux qui sont là actuellement dans le mur, doivent se dire qu'on ne peut pas aller plus loin que ce qu'on est déjà. La dette est immensément lourde, le pays est complètement en faillite. Il faut à un moment donné être capable de repartir en arrière, de revenir en arrière et de se dire que le mécanisme qui a fonctionné pour le cas juste à côté, le cas angolais, où certaines personnes ont été traduites en justice et on a laissé la licence à certains voleurs de rapatrier l'argent et en contrepartie du rapatriement de l'argent, ils ont eu droit à des amnisties. On peut imaginer un même dispositif congolais où ceux qui ont pillé l'État, dans ce cas de la crise dans laquelle nous sommes, nous avons besoin de cet argent. Donc, soit on judiciarise… D'autant que le FMI, on s'attendait à ce qu'il débloque une aide d'urgence. Mais ils ne le feront pas, justement. Voilà, il n'y a plus rien là. Soit on judiciarise et il nous faudra 15, 20 ans, 30 ans pour recouvrer, et même dans certains cas, l'argent est si bien caché, comme le cas Abacha, on l'avait vu, pour certains, ça a pris 40 ans voilà, pour arriver. Donc, on peut s'imaginer que les Congolais peuvent être plus malins que ça. Ils ont volé, c'était dans des conditions données, ils rapatrient, l'État et la société s'entendent pour d'une amnistie, et cette amnistie va les permettre de pouvoir, à un moment donné, on va recouvrer l'argent, ils seront pardonnés et tout ira bien, en tout cas pour eux d'une partie et pour l'État, parce que l'État aura recouvré son bien. Dernière question, mais il va falloir faire très vite. On n'a plus que 3 minutes. Pouvons-nous parler d'un système mafieux au Congo? André Ngombe, allez-y, vous pouvez enchaîner. En tout cas, la justice canadienne fédérale a décidé que la famille Sassou Nguesso était une organisation criminelle, mafieuse. Alors là, vous vous référez à quelle affaire? C'est l'affaire Willy Sassou Nguesso contre l'immigration canadienne. La juge Jocelyne Gagné, dans sa note pour justifier l'interdiction de séjour au Canada de M. Willy Sassou Nguesso, a mentionné le fait qu'il avait organisé le pillage systématique de la Socotram et des redevances maritimes qui devaient aller pour le compte de l'État congolais. Au niveau de la justice américaine, le processus suit son cours, mais on devrait aboutir à une décision similaire parce que non seulement M. Denis Christophe Sassou Nguesso s'est parjuré, mais en plus, il a fait usage de faux et usage de faux en se présentant comme M. Christel avec 2 LE Sassou Nguesso, donc avec un vrai faux, ce qui semble être un vrai faux passeport, et en niant avoir des avoirs au niveau des États-Unis,
mais la justice a découvert que non seulement il possédait en propre des choses, mais en plus de cela, il avait offert à ces différentes femmes, donc il en a 2, des appartements aux États-Unis. Et donc, il avait organisé le blanchiment de l'argent public congolais au niveau du territoire des États-Unis, ce qui constitue un crime fédéral grave. Donc, vous Donc avez... là, vous parlez du fils du président congolais, Voilà, Denis Christel Sassou voilà. Nguesso, qui à un moment Et qui donné est aussi, fut député numéro 2 de la Société nationale des pétroles du et Congo. qui est député de la circonscription d'Oyo 1 ou Oyo 2. Donc, vous avez déjà ces 2 grandes affaires-là et on pourrait s'étendre, parce qu'en Australie aussi, ils sont poursuivis, au Portugal, ils sont poursuivis. En Italie, la compagnie Eni a décidé de plaider coupable, donc ce qui renforce encore ce jugement corruptif. En Suisse, il y a eu Avoir une négociation. voilà, il y a eu un plaidé coupable de Glencore. Donc, vous avez un ensemble de dossiers, d'affaires qui montrent que nous sommes vraiment en face d'une organisation criminelle. Brice Makosso, vous avez, est-ce que vous voulez réagir à cette question? Est-ce qu'on peut parler d'un système mafieux au Congo? En 1 minute 30. On ne vous entend pas. Je disais à l'instant qu'au Congo, la corruption est généralisée et la corruption a été érigée en système d'État, oui. Donc oui, un système mafieux. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup à tous les 3. Je ne sais pas si Trésor Ndila est toujours parmi nous. Vous pourrez réécouter cette web conférence et toutes ces péripéties avec les connexions précaires et compliquées depuis Brazzaville, et on le regrette parce qu'on avait beaucoup de plaisir à être en direct avec Trésor Ndila, le directeur de l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Je vous remercie en tout cas tous les 3. Brice Makosso, coordinateur de Tournons la page, secrétaire permanent de la commission Justice et Paix, André Ngombert, représentant du collectif Sassoufi, chargé des questions de kleptocratie. On va à présent conclure cette webconférence avec Tim Hughes, qui est président d'Agir Ensemble pour les droits humains. Il va formuler un certain nombre de recommandations destinées aux autorités congolaises, européennes et onusiennes et françaises afin de lutter contre la corruption au Congo. Merci beaucoup à tous. Merci Agnès, et c'est exactement ça. Nous allons donc fermer cette webconférence avec des recommandations. Nos recommandations sont en 3 parties. Premièrement, aux autorités congolaises, dans un deuxième temps, aux organisations africaines et onusiennes, et puis en troisième lieu, à l'Union européenne et à la France. Ce sont des recommandations travaillées avec nos partenaires, et nous avons évoqué tout à l'heure lors de la conférence les moyens de pression. Ça en fait partie au niveau de la plaidoirie, et donc voici les recommandations d'abord aux autorités congolaises. Faire ratifier tous les accords avec les entreprises multinationales qui diffèrent du droit commun par le Parlement et rendre public le contenu de ces conventions d'établissement. Vous pouvez suivre à l'écran, c'est magique, ces recommandations. Donc, deuxièmement, ne plus attribuer de contrats sans appel d'offres publiques. Troisièmement, pratiquer des audits externes des activités pétrolières, publier les recettes et le nombre de redressements. Assurer l'indépendance de la Cour des comptes ou de l'organe en charge de l'audit des comptes publics. Rendre public tous les prêts contractés ainsi que l'emploi des ressources financières dont dispose le Congo. Permettre la réalisation d'un audit indépendant de la dette actuelle du Congo et rendre les résultats et celui-ci public. Créer un observatoire national du pétrole rassemblant des acteurs du gouvernement, de la société civile et des experts indépendants. Préparer l'après-pétrole en favorisant une approche diversifiée, sociale et inclusive. Ouvrir une enquête parlementaire et judiciaire sur les allégations de détournement de fonds et les malversions impliquant les autres personnalités de l'État. Mener une enquête indépendante sur les conflits d'intérêts concernant l'utilisation de sociétés écrans
pour commercialiser le pétrole du pays et l'octroi à la SNPC de prêts à taux d'intérêt élevés. Assurer le fonctionnement indépendant de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et, en dernier lieu, démanteler et privatiser la SNPC au profit d'un actionnariat populaire national avec apurement de la dette par libération d'obligations. Voilà donc les 12 recommandations que nous formons à l'attention des autorités congolaises. Et dans un deuxième temps, voici les recommandations, il y en a 3 aux organisations africaines et l'ONU. Inciter l'État congolais à plus de transparence sur ses revenus issus du pétrole en s'inspirant des recommandations de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives et de la campagne « Publiez ce que vous payez ». Deuxièmement, appuyer les associations locales afin de renforcer leur capacité à produire une information indépendante et crédible sur les projets pétroliers et la gestion des revenus pétroliers. Enfin, renforcer l'appui technique et financier au Congo pour permettre une gestion plus transparente et raisonnée de sa dette publique. En troisième partie de ces recommandations, donc voici nos recommandations à l'Union européenne et à la France. 1. Davantage inclure les citoyens congolais dans la gestion de l'aide au développement, notamment en impliquant les organisations de la société civile dans les sommets internationaux comme celui du 18 mai 2021 à Paris sur le financement des économies africaines. Utiliser le programme d'assistance au développement pour renforcer la capacité du gouvernement congolais à passer des contrats équitables et à gérer les revenus pétroliers et la capacité des organisations de la société civile à surveiller et à responsabiliser leur gouvernement. Faire de la bonne gouvernance économique, la gestion transparente et l'utilisation responsable et équitable des revenus pétroliers un pilier des relations bilatérales avec le Congo. Exiger des entreprises pétrolières intervenant au Congo une plus grande transparence sur les conditions contractuelles les liant à l'État. Soutenir l'État congolais et sa population dans le contexte de dégradation et de sa situation économique liée à la crise sanitaire. Et en dernier lieu, œuvrer à l'identification, au gel et au rapatriement de l'ensemble des revenus pétroliers détournés du Congo. Restituer aux pays spoliés les biens mal acquis par le pouvoir et mettre en place des mécanismes de contrôle pour que les fonds libérés servent effectivement au développement des populations. Voilà. Voici nos recommandations que vous pourriez naturellement retrouver sur le site que vous voyez là. Vous pouvez poursuivre la campagne. Nous arrivons au terme de notre cycle de conférences. Il y en a eu 5 en total. Je tiens à remercier tous les participants, les participantes le long de cette campagne. Qui se termine au niveau de nos webconférences, mais qui ne se termine pas au niveau de notre site, de nos appels, de notre plaidoirie. Et vous pouvez suivre tout ce qui continue à se faire sur le site en faisant partager les liens et en revisualisant tout le cycle des conférences. Avec les outils qui sont mis à votre disposition sur le site. Donc, merci une dernière fois ce soir à Andrea Ngobe, à Brice Makosso et au fidèle Trésor Nzila pour votre participation. Et un grand merci également à Agnès Fèvre, qui nous a fait l'honneur d'être la modératrice de cette dernière conférence. Merci pour votre main sûre, votre gestion du temps et de votre vif intérêt pour ce sujet. Voilà, notre conférence est terminée. Bonne soirée à toutes et à tous
Et n'oubliez pas de continuer à suivre cette campagne sur le site qui vous est indiqué. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir Agnès et merci. Merci à vous.